d'une présomption de fait infractionnel avec comme sous-bassement des obligations déclaratives et des obligations de vigilance de la part de la sécurité, mais avec un code de fond, des faits objectifs d'infraction relevée sur la base du profilage financier du client, la connaissance du client, et sur la base également du caractère atypique ou remarquable des opérations financières, la base des dépôts financiers, le caractère inhabituel, bref, l'ensemble de ces indices-là qui motivent et justifient justement la pertinence ou non de l'émission d'une déclaration d'opération suspecte adressée à la CPI. Et cette déclaration suspecte, s'il est jugé pertinent de le faire par l'autorité déclarante, passe par des canaux et justement il nous plaît de nous faire une proposition de plan, de processus de sommaire, un plan de projet de progression sur le schéma du processus, sa chronologie, les références juridiques avec la loi en question, mais il nous verra dans les détails de la loi en question en énumérant les discussions pertinentes qui tournent autour et qui encadrent justement ce processus de déclaration suspecte et son traitement au niveau de la santé. Je reviendrai également en cas sur les détails techniques et enfin sur les modèles de rapport et annexes qui sont faits au niveau de la santé. Ceci m'amène à revenir justement dans le schéma processuel de la réception de la déclaration d'opération suspecte par une plateforme qui appartient exclusivement à la scientifique qui s'appelle IDETA. Cette plateforme-là nous permet, nous scientifiques, d'interagir de manière fluide et sécurisée avec l'ensemble des assujettis du secteur financier comme du secteur non financier. Vous avez également l'alinéa 2 de la loi de 64 qui prévoit, qui fait obligation à la CPI d'émettre un avis de réception, et cela est directement généré par la plateforme. Et ça entre dans le cadre de la fluidité et des rapports de confiance qui doivent prédominer dans le cadre du travail entre la CPI et ses assujettis. Vous avez également la liste de conformité. Est-ce que les faits infractionnels visés par la déclaration d'opération suspecte répondent aux critères de l'article 2 de l'alinéa qui liste l'ensemble des infractions qui sont susceptibles d'être retenues par l'autorité déclarante? Ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Il est prévu un enrichissement de la déclaration d'opération suspecte une fois cette dernière reçue par la CEDI, puisqu'il n'est pas forcément évident que celui de l'autre côté de la société qui émet la déclaration d'opération suspecte ait le même niveau de formation par rapport à des possibilités de qualification juridique, de qualification normative, qui puisse effectivement câbler avec la pertinence de la quintessence des faits. L'imputation également du poste à un indice financier, ça c'est un processus interne. Et c'est fait au niveau de la division analyse, du bureau des analyses. L'analyse préliminaire du tactique qui reprend in extenso la déclaration de l'opération suspecte avec maintenant l'enregistrement qui est fait par l'analyse financier. Vous avez également des enquêtes, c'est des enquêtes financières, des enquêtes administratives, etc., qui impliquent maintenant les directeurs d'enquête et, comme vous le savez, avec l'inopposabilité du secret professionnel, la CEDI dispose d'une palette de possibilités investigationnelles en termes de sources sur le plan national comme sur le plan international. Vous avez également la commission d'examen qui réunit les membres de la CEDI. Et c'est à l'occasion de ces commissions d'examen-là que les rapports déposés sont jugés pertinents d'être transmis au niveau du projet judiciaire financier, ou disséminés au niveau des administrations nationales, ou bien classés, ou bien en poursuite d'investigation. Je pense qu'il y a une présentation qui est liée à ça, je n'ai pas besoin de revenir. Sinon, le classement, c'est juste la mise en veille d'un rapport en attendant que ces différents classements sont subis des chefs de la fixée. C'est juste une mise en veille du rapport en attendant que d'autres déclarations viennent corroborer ou
en tout cas amener des faits nouveaux qui puissent justifier, dans le cadre de la vérification, de la pertinence justement de la transmission de ce rapport. La poursuite d'investigation, vous savez, la CENTIF collabore à des collaborateurs sur le plan national comme sur le plan international, et il peut y arriver que dans le cadre de l'élaboration d'un rapport sur la humanité, que des éléments importants qui ont fait déjà l'objet d'une réquisition ou d'une demande d'information nationale ou étrangère ne nous parviennent pas lors de la commission, lors de la tenue de la commission des faits. En ce sens, ce qu'on fait, c'est de mettre le rapport en poursuite d'investigation en attendant d'avoir les résultats de notre réquisition de la demande d'information nationale ou étrangère qui présentent des faits substantiels qui vont enrichir le rapport en fonction de sa transmission de circulation. La transmission, vous savez, le pôle judiciaire financier a une exclusivité de compétences par rapport au rapport de la CENTIF, mais comme vous le savez, en matière de blanchiment de capitaux, la compétence est courante. N'importe quelle juridiction peut connaître effectivement de ce fait infractionnel. Vous avez également les références juridiques avec l'article 60 qui est lié à l'obligation déclarative. Si les assujettis ne répondent pas à ces obligations-là, ils sont susceptibles de poursuivre pénalement et administrativement. L'article 62 nous parle de l'extension de l'obligation déclarative. Vous avez également la confidentialité de la déclaration de soupçon. Ça, c'est une obligation de la CENTIF. Vous avez également l'article 64 qui parle de la transmission et du traitement de la DOS par la CENTIF. L'article 65 revient sur l'opposition à l'exécution d'une opération financière. Comme vous savez, la CENTIF peut s'opposer à l'exécution d'une opération financière. Il y a un début d'exécution, il nous est tout à fait loisible, légalement et sur la base de l'article 65, de faire une lettre d'opposition carrément à l'exécution d'une opération financière qui ne va pas au-delà de 4 jours. Au-delà de ces 4 jours, nous pouvons, sur demande de la CENTIF, adresser une correspondance au président du tribunal de grande instance qui prenne en tout cas une ordonnance de 24 heures par rapport à l'opération. Et au-delà, prendre une ordonnance de séquestre qui n'excède pas 15 jours. Donc il y a énormément de possibilités pour pouvoir sécuriser cet argent-là. C'est une sorte de gel provisoire qui est fait et qui est donné cette possibilité-là également à la CENTIF. Vous avez également avec l'article 66 les suites données au ROS. C'est le fameux accusé le fameux comment ça s'appelle encore l'avis de sort de la CENTIF, effectivement, qui permet effectivement de donner à l'entité déclarante la suite des informations relativement à la poste qu'il avait fait. Il arrive parfois que les assujettis s'intéressent un peu à nos gosses pour sécuriser les avoirs, mais cela, effectivement, comme on dit qu'il me reste 5 minutes, moi je vais aller très très rapidement. L'article 195 parle également des sanctions pénales à l'encontre de la complicité en vue d'une opération de blanchiment. Par rapport au détail technique et à l'exigence opérationnelle, vous avez le format de réception qui est effectivement un formulaire électronique. Avant, c'est les déclarations de soupçon d'opération suspectée et de suite de manière physique. Il ne présentait aucune garantie de sécurité, de fiabilité et de confidentialité. Et maintenant, avec l'installation de la plateforme IDETA, ça permet effectivement non seulement de travailler de manière beaucoup plus sécurisée et de manière automatique, parce que les avis de sort comme les acquis de réception se font à travers cette plateforme-là. Et ça, c'est depuis juillet 2020. Vous avez également les champs obligatoires avec l'identité du déclarant, les identités des parties, la date, les indices, les détails des transactions, les mesures, la nature de l'anomalie des questions, bref, l'ensemble des éléments, l'ensemble de ces éléments-là figurent en bonne place sur la déclaration de la chose. Vous avez également la traçabilité au sein de la CENTIF, avec le numéro d'attache, l'identifiant des doses, mais également le responsable à risque désigné. Vous avez également des outils avec l'accès aux bases de données nationales. Je vous ai dit tout à l'heure que la CENTIF dispose
typologie une large palette de sources susceptibles d'être consultées, soit au plan national qu'international. Vous avez la douane, vous avez également les outils d'analyse avec ALG. Au site, vous avez également la plateforme qui est en cours d'ailleurs de conception entre l'ANSD. C'est même pas petit. Parce que les ingénieurs de l'ANSD et de la CNTIF ont conçu une plateforme qui prenne en charge l'ensemble des bases de données de la détection au jugement, ce qui n'existait pas avant. Vous déférez un dossier au tribunal, vous ne connaissez pas le suite qui a été réservé à ce dossier. Maintenant, avec la mise en place de cette plateforme-là qui a été découverte et présentée au CNC, Comité national de coordination, l'ensemble de ces bases de données-là vont figurer en place et vont être linkées avec d'autres bases de données déjà existantes comme AFIS, comme également Dacoré, entre autres bases de données existantes. Vous avez également Interpol et les services d'enquête et d'investigation pénale que nous avons au Sénégal. Vous avez également la sécurité avec la gestion sécurisée des accès, le stockage chiffré et la journalisation des consultations. Vous avez en avant-dernière slide le modèle synthétique de rapport avec en tête en premier l'identifiant de la DOS, la date de réception de la DOS, le déclarant, c'est la ligne assujettie. Vous avez en deux l'identification des personnes, l'identité concernée avec les voisines et les résumés. Vous avez en trois la description des opérations suspectes avec la chronologie, les montants, et également les comptes, les sous-comptes, les comptes correspondants, bref, l'ensemble des éléments actuels qui permettent effectivement d'enrichir cette déclaration de soupçon et de rapport commun. Vous avez en cas des éléments d'analyse avec les indicateurs, les typologies, les sources consultées. Vous avez en 5 les pièces jointes et les références des contrats justificatifs. Et en conclusion, vous avez l'appréciation du risque et les recommandations en vue de la transmission et de l'archivage effectivement de ce rapport-là. En dernier stade, vous avez l'annexe et les outils, les contacts et les recommandations avec la plateforme de l'État, la saisie et le suivi des dossiers. Vous avez également les recommandations avec la formulation régulière des activités et l'exercice des exercices typologiques. Et enfin, les contacts services analyse, enquête police, services juridiques, qui parlent de la direction des affaires juridiques. Et enfin, le produit de la règle financière qui est le service destinataire et rapport classique. Je vous remercie.